Propaganda, de la propagande ou comment manipuler l'opinion publique en démocratie par Edward Bernays, 10 L'art et la science suite. Il y a 3 ans, j'ai fait partie de la commission appointée par le ministre Hoover pour la grande exposition des arts décoratifs à Paris. J'ai aidé dans mes fonctions de commissaire adjoint à constituer le groupe d'éminents hommes d'affaires qui à cette occasion devait se rendre en France pour représenter le secteur de l'art industriel. La propagande pensée en fonction de la mission et des objectifs de cette délégation a sans nul doute considérablement modifié l'attitude des Américains à l'égard des applications industrielles de l'art. Aujourd'hui, le mouvement artistique moderne a pénétré tous les domaines de l'industrie. Les grands magasins ne sont pas en reste. R. H. Macy & Company a monté une exposition Art et commerce avec l'appui du Metropolitan Museum qui intervenait au titre de conseiller. Lord & Taylor en a parrainé une autre, Art moderne, qui présentait les réalisations d'exposants étrangers. Ces enseignes, étroitement associées à la vie de la population, ont rempli de la sorte une fonction de propagande en permettant à un grand nombre de gens de découvrir ce que l'art appliqué à l'industrie a de meilleur à offrir. Quant au Metropolitan Museum, averti de la nécessité de multiplier les contacts avec le public, il n'a pas hésité à passer par un grand magasin pour développer la sensibilité artistique de l'opinion. De toutes les institutions artistiques, ce sont les musées qui pâtissent le plus des carences de leur propagande. La plupart des musées aujourd'hui ont la réputation de n'être que des morgues ou des sanctuaires, alors qu'ils devraient au contraire se vouloir les guides et les éducateurs de la vie esthétique de la communauté. Ils n'ont malheureusement pas de lien vital avec cette dernière. Les trésors des musées ont besoin d'interprètes pour toucher le grand public, et le propagandiste est tout désigné pour mener à bien cette tâche. Une ménagère du Bronx ne tombera vraisemblablement pas en arrêt devant un vase grec antique conservé au Metropolitan Museum. Un artiste travaillant pour un fabricant de vaisselle peut néanmoins adapter le dessin de ce vase à une série d'objets en porcelaine qui, vendus pour un prix modique, car produits en quantité, trouveront peut-être leur place dans les appartements du Bronx. Là, sans même que la ménagère s'en rende compte, la perfection de leurs lignes et de leurs couleurs développera chez elle le sens de la beauté. Quelques-uns de nos musées se sentent investis de cette responsabilité. Le Metropolitan Museum de New York tire une fierté justifiée du 1,250,000 visiteurs qu'il a attiré en 1926. Des efforts déployés pour assurer la présentation spectaculaire de civilisations dont ces départements conservent les témoignages visuels, de ses causeries et de ses débats avec des historiens, du prêt de ses collections de gravures, de photographies, de plaques, de lanternes magiques, des services qu'il propose aux firmes commerciales dans le domaine des arts appliqués, des conférenciers extérieurs qu'il invite à parler dans son auditorium, comme des conférences que ses conservateurs prononcent à l'extérieur, des concerts de chambre gratuits organisés en ses murs sous la direction de David Mannes. Toutes ces initiatives tentent à faire du musée le foyer par excellence de la beauté, mais elles ne résolvent hélas qu'une partie du problème. La difficulté, en effet, n'est pas tant d'attirer les gens dans les musées que de décider ces institutions à aller vers les gens avec les joyaux rassemblés dans leurs collections. La réussite des musées ne devrait pas se mesurer uniquement au nombre de leurs visiteurs. Loin de se limiter à l'accueil du public, leur mission est de se porter avant tout ce qu'ils représentent au-devant de la collectivité qu'ils ont vocation de servir. On pourrait imaginer qu'un musée défende des critères ou des normes esthétiques qui, aidés par une propagande intelligente, se répandraient par contagion dans la vie quotidienne de tous les habitants de la ville. Pourquoi n'instituerait-il pas un haut comité des arts chargé de préciser les règles du beau
dans la décoration intérieure, en architecture et dans la production commerciale? Ou plus simplement un bureau des arts appliqués? Au lieu de s'en tenir à conserver les trésors qu'il recèle, pourquoi n'entreprendrait-il pas d'en ranimer la signification dans des termes compréhensibles par le grand public? Le passage qui suit est extrait du rapport d'activité annuel récemment communiqué par un musée d'art d'une grande ville américaine. Citation. Une des caractéristiques principales d'un musée tel que le nôtre reste le conservatisme, puisqu'après tout, son premier devoir est de préserver soigneusement les grandes réalisations humaines, artistiques et scientifiques. Est-ce vraiment exact? N'est-il pas tout aussi important que le musée se fasse l'interprète des modèles de beauté en sa possession? Ce rôle actif, qui en vérité incombe au musée, lui impose de réfléchir à la manière dont il doit formuler son message pour le rendre intelligible au plus grand nombre. Il s'agit pour lui d'exercer au grand jour son autorité en matière d'esthétique. Ce qui vaut pour l'art vaut également pour la science pure ou appliquée. La première fut longtemps protégée et couvée par des sociétés savantes et des associations scientifiques. Aujourd'hui, l'industrie aussi la soutient et l'encourage. Bien des laboratoires de recherche théorique abstraite sont désormais rattachés à une grande entreprise qui n'hésite pas à consacrer des centaines de milliers de dollars à ces hautes études scientifiques dans l'espoir qu'elles débouchent un jour sur une invention ou une découverte en or. Lorsque cela arrive, l'entreprise gagne gros, bien sûr. Aussitôt, cependant, assumant ses responsabilités, elle met la nouvelle invention au service du public et s'en fait l'interprète auprès de lui. Les intérêts industriels peuvent de la sorte fournir aux écoles, aux universités, aux étudiants qui préparent leur doctorat, la vérité exacte sur les progrès scientifiques de notre époque. Et non seulement ils le peuvent, mais ils le doivent. Cet instrument de la concurrence commerciale qu'est la propagande a dégagé des opportunités pour l'inventeur et stimulé le travail de recherche du scientifique. Les succès impressionnants engrangés au cours des 5 ou 10 dernières années par quelques-unes de nos plus grosses entreprises ont donné un formidable élan au domaine scientifique qu'ils concernaient. L'American Telephone and Telegraph Company, la Western Electric Company, la General Electric Company, la Westinghouse Electric Company et bien d'autres ont pleinement saisi l'importance de la recherche scientifique. Elles ont également compris que leurs idées ne porteraient tous leurs fruits que si elles étaient intelligibles au grand public. La télévision, les émissions de radio, les haut-parleurs sont des auxiliaires efficaces de la propagande. La propagande facilite la commercialisation des nouvelles inventions. Elle prépare l'opinion à accueillir les nouvelles idées et inventions scientifiques en s'en faisant inlassablement l'interprète. Elle habitue le grand public au changement et au progrès.